Allez, aujourd'hui on va s'intéresser au tout dernier boîtier plein format de chez Canon. J'ai pu le tester pendant quelques jours, j'ai nommé le Canon EOS R8, c'est parti. Salut à toi, c'est Nico et ça fait un petit moment que j'ai pas testé de nouveaux boîtiers sur la chaîne. Si tu me suis sur Instagram, t'as dû le voir, j'ai avec moi le Canon EOS R8, le tout dernier boîtier plein format de Canon. D'ailleurs, je tiens à remercier Canon France ainsi que Déclic 17, le magasin de photos à Saintes, qui m'ont permis de pouvoir avoir ce boîtier spécialement pour faire des vidéos sur cette chaîne YouTube. Allez, on va commencer cette présentation sans plus tarder. Le Canon R8 a été annoncé en début d'année 2023 et il se place comme étant le boîtier plein format le plus accessible de la gamme EOS R et également un des boîtiers plein format les plus accessibles, toutes marques confondues, puisqu'il coûte seulement 1800 €. En plus de ça, il coûte moins de 2000 € avec l'objectif 24-50 que je vais aborder rapidement dans cette vidéo, mais dont je ferai une vidéo dédiée, donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Alors on va le voir tout au long de la vidéo, mais les technologies qui sont embarquées dans ce boîtier sont assez impressionnantes compte tenu de son prix. Donc avec le R8, je pense que la marque a voulu attirer le plus de monde possible vers le plein format en le rendant vraiment accessible, mais ça forcément c'est pas sans passer par des compromis qu'on prendra bien sûr le temps d'analyser tout au long de cette vidéo. Donc le Canon EOS R8, comme je l'ai dit, est doté d'un capteur plein format de 24,2 millions de pixels. Il est ultra compact et je dois dire que j'étais vraiment étonné au départ quand je l'ai pris en main. Il me fait un petit peu penser au R7 mais en plus léger et en plus petit encore, puisqu'il pèse seulement 461 grammes avec la carte SD et la batterie. À titre de comparaison, le R7 pèse 612 grammes avec la carte SD et la batterie, et le R6, qui est le boîtier qui me filme en ce moment, pèse 680 grammes, soit 33% plus lourd que le R8. En termes de prise en main, moi je dois dire qu'il est quand même très agréable. Le grip tient très bien dans la main, même si je le trouve un petit peu petit. Moi je suis habitué aux gros grips comme celui du R5 et du R6, mais bon, ça c'est parce que j'ai des grandes mains et c'est clairement une préférence personnelle. Mais sinon, à part ça, la prise en main et le feeling est quand même vraiment top. Franchement, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important de se sentir à l'aise avec son matos, avoir un bon feeling avec, parce que quand tu seras sur des shootings, tu l'auras en main pendant plusieurs heures, voire même toute une journée. Donc assure-toi de faire des tests avant d'aller en boutique, en magasin, de tester la prise en main des boîtiers si jamais il y en a qui t'intéressent, pour savoir si ça te correspond ou pas. Donc pour en avoir pris en main un bon paquet maintenant des boîtiers, je dois dire que Canon, ça fait partie des boîtiers qui offrent un feeling et une prise en main vraiment agréable. En tout cas, ça c'est une préférence personnelle. J'aime beaucoup aussi Panasonic et Nikon au niveau de la prise en main, et les nouveaux boîtiers Sony aussi qui sont un petit peu plus agréables que les anciens. Au niveau de l'écran, on a bien évidemment un écran tactile retournable, pivotable, inclinable, tout ce que tu veux, de 7,5 cm, donc le même que sur le R6 et le R7, quoique je crois que celui du R7 est un petit peu plus petit mais vraiment pas énorme. Au niveau de la batterie, on a pour moi l'un des points négatifs de ce boîtier, et ce qui explique également sa légèreté et sa compacité, puisqu'il fonctionne avec des batteries LPE17, donc c'est ces petits rectangles très compacts. Par contre, je comprends le choix de Canon sur le fait d'opter pour ce choix de batterie, mais pour un boîtier plein format qui propose pas mal de specs énergivores, je peux déjà t'annoncer qu'il va falloir investir dans d'autres batteries si jamais tu veux t'en servir pendant un laps de temps assez long. Donc je reviendrai sur ça dans quelques instants lorsque je ferai mon débrief. Juste à côté de la batterie, on a un emplacement pour y introduire une carte SD. Une seule. Là aussi, je comprends forcément le choix de la marque, gain de place, compacité, légèreté, mais quand on est professionnel, avoir le risque de perdre toutes ces données à cause d'une carte défaillante, c'est très risqué. Donc là également, il faut en être conscient. Certes, ça c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, et personnellement, moi ça m'est jamais arrivé en 8 ans de photos, mais le risque zéro n'existe pas. J'aurais quand même préféré avoir un deuxième emplacement pour carte SD, surtout dans un boîtier aussi complet que celui-là, un peu dans la même configuration que le R7, le R6 et le R5. Mais je pense que le fait de mettre une deuxième carte SD, ça voudrait dire avoir un boîtier plus gros, et du coup l'argument marketing de Canon sur la légèreté et la compacité serait totalement biaisé. Allez, on va faire un petit tour maintenant sur la disposition des boutons, et là je dois dire que je suis assez perdu, alors pas négativement, mais c'est juste que j'arrive pas à comprendre la logique. D'un boîtier à l'autre, ça change vraiment tout le temps. Entre le R7 et le R10 qui sont deux boîtiers vraiment de la même génération, on a déjà des différences, et là avec l'arrivée du R8, on a encore d'autres différences, à commencer par le switch on-off. Alors je trouve ça bien de le mettre sur la droite parce qu'on peut l'allumer avec le boîtier vraiment en main, mais un coup le off est sur le côté droit avec le R7, un coup il est en bas avec le R10, et là il est en haut avec le R8, va savoir pourquoi, ce qui fait que si jamais on passe d'un boîtier à l'autre, le geste pour l'allumer n'est pas du tout le même. Bon, après tu me diras qui possède tous les boîtiers Canon, je suis bien d'accord avec toi, mais si jamais tu passes par exemple d'un boîtier comme le R10 à un boîtier comme le R8, tes habitudes pour allumer le boîtier vont être un petit peu modifiées, ce qui au quotidien va pouvoir peut-être te poser des petits problèmes. Quoi
qu'il en soit, on a un bouton lock en plein milieu du switch on-off qui te permet de verrouiller la molette lorsque l'appareil est allumé. Par défaut, il me semble que cette commande est assignée uniquement à l'ouverture. C'est possible d'enregistrer par contre le verrouillage à toutes les commandes, pour ça il suffit d'aller dans les menus. Donc je pense que le fait d'avoir mis le verrouillage, c'est dû au manque de place. D'habitude ce bouton est vraiment à part sur tous les boîtiers, mais là j'avoue que je vois pas trop où est-ce que Canon aurait pu placer ce bouton. Par contre, à la place, j'aurais préféré avoir le même système que le R7, à savoir le switch on-off et vidéo. Là, le switch pour passer du mode photo au mode vidéo se trouve sur la partie gauche du boîtier, là où se trouve le bouton on-off sur le R6. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu perdu. Alors pour le coup, ça c'est quand même pratique parce qu'on peut switcher d'un mode à l'autre en une seule action et le changement se fait très rapidement, donc ça c'est cool. Et puis en plus de ça, ça permet d'avoir les réglages photo d'un côté avec les menus photo et les réglages vidéo de l'autre côté avec les menus vidéo. Et lorsqu'on passe d'un mode à l'autre, le boîtier va garder les réglages en mémoire pour que si jamais on revient dessus, on n'ait plus qu'à prendre notre photo ou bien enregistrer notre vidéo. Donc pour un photographe vidéaste au quotidien, ça c'est vraiment un point positif. Ensuite, incontournable sur tous les boîtiers de la Terre, on a notre roue de sélection des modes. Petite particularité de cette roue, cependant, elle est incrustée dans le boîtier, donc elle est utilisable uniquement avec le pouce, contrairement aux autres boîtiers où cette roue dépasse de l'ossature, ce qui fait qu'on va pouvoir permettre de tourner notre roue avec plusieurs doigts. Donc ça c'est un petit détail, je sais, mais c'est quand même important de le mentionner car ce sont des actions qui parfois sont tellement insignifiantes qu'on n'y prête plus attention au final. Mais franchement, crois-moi, pour avoir pris en main ce boîtier pendant environ 2 semaines, je dois dire que j'étais pas mal perdu au départ, j'avais pas mes marques. Après, je pense que c'est comme tout, il faut s'adapter, mais le fait d'avoir incrusté les roues dans la structure du boîtier le rend encore plus compact. En tout cas, moi personnellement, j'aime assez, c'est pas dérangeant, et moi qui ai des grandes mains, je peux aller chercher la roue sans aucun problème et venir changer de mode très facilement. Donc finalement, quelque chose qui, je pensais, allait me déranger ne me pose absolument aucun problème. Allez, on enchaîne avec le positionnement des boutons. On retrouve le menu qui est situé tout à gauche et c'est l'unique bouton d'ailleurs de ce côté. Tout le reste des boutons se trouve sur la partie de droite comme si le monde entier était droitier. Mais bon, en tant que gaucher, on doit faire comme toujours, s'adapter. C'est vrai ça. Ils sont où les boîtiers pour les gauchers? Je sais même pas si quelqu'un a pensé à en faire. Du coup, on a 0 roue de sélection ni de joystick sur le R8, probablement pour répondre encore à cette question de compacité et de légèreté. Par contre, on a le bouton AF On, on a la touche de mémorisation d'exposition ainsi que la touche de sélection de collimateur. Au milieu, on retrouve la touche info et plus bas, on a nos touches directionnelles, le contrôle rapide au milieu et enfin les boutons lecture et suppression. Sur la partie supérieure, on a 3 boutons et 2 molettes. Donc le bouton rouge correspond bien évidemment à l'enregistrement vidéo. On a le bouton multifonction ainsi que le déclencheur. Et ici, sous l'index, on a la molette principale et là on retrouve la molette de contrôle rapide à côté du switch on-off. Au niveau des connectiques, on a une prise pour télécommande ou intervalomètre, on a une sortie micro HDMI, on a une prise USB-C, une entrée micro jack 3.5 ainsi qu'une sortie casque. Allez, on va passer au moment tant attendu, les caractéristiques principales de ce boîtier. Je pense que tu les connais déjà mais je vais les réitérer, à savoir qu'on est sur un capteur non stabilisé mais qu'il existe une stabilisation électronique bien sûr avec un crop assez important. On verra ça dans les tests tout à l'heure. En photo, on peut shooter en rafale jusqu'à 40 images par seconde en RAW et en CRAW qui est un format un petit peu plus compressé que le RAW. Et ça, 40 images par seconde, clairement c'est du jamais vu sur un boîtier de cette gamme. Même le R3 qui est le plus haut de gamme en ce moment en termes d'appareil photo chez Canon propose uniquement du 30 images par seconde en rafale, ce qui est déjà beaucoup, je dis uniquement mais c'est énorme. Par contre attention à prendre des cartes SD avec une vitesse d'écriture qui envoie parce que le buffer est vite rempli et on peut vite louper des actions. Au niveau de l'autofocus, on est sur la technologie Dual Pixel AF2, la même technologie présente sur le R6 Mark II. Pareil, on verra ça dans les tests tout à l'heure. Concernant la vidéo, on peut filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde suréchantillonné d'un capteur 6K. On a de la Full HD 180, un mode HDR avancé et HDR-PQ. La possibilité également de filmer en log avec le profil C-Log3 qui offre une plage dynamique élevée et des possibilités de colorimétrie très poussées, le fameux 422 10 bits. Au niveau des codecs, on a du H264 pour le profil normal et du H265 pour le HDR et le log. En plus de ça, gros point positif, on n'a pas de limite d'enregistrement, la seule limite ça va être la surchauffe et l'espace disponible sur ta carte mémoire. Petite nouveauté sur ce boîtier, on a la fonction de pré-enregistrement en vidéo, soit de 3 secondes, soit de 5 secondes, donc ça on le testera également. Autre nouveauté, on a une compensation de la variation de mise au point, ce fameux focus breathing ou effet de pompage, chacun appelle ça comme il veut. Pareil, on testera ça. On a la possibilité d'afficher les fausses couleurs directement sur l'écran à la prise de vue. Ça c'est quelque chose également qu'on n'avait pas sur les précédents boîtiers et ça apporte un vrai plus, je trouve, ça permet de mieux soigner son exposition. Par contre, les fausses couleurs ne sont pas disponibles en log, uniquement en profil normal. Enfin, dernière nouveauté, ça c'est quelque chose qui est pas forcément mis en avant, mais j'avais vu ça ni sur le R7, ni sur le R10, ni sur n'importe
n'importe quel boîtier Canon, c'est l'indicateur de ratio. Donc on peut venir sélectionner un ratio, par exemple du 1/1, du 4/5, du 5/4, du 9/16, du 2/35, et ça va venir placer des marqueurs sur l'écran, ce qui peut être une bonne aide lors de certains projets. Bon, je sais que depuis le début, j'en ai pas forcément dit que du bien, mais on vient de le voir, les caractéristiques sont vraiment folles. On va passer maintenant à toute une série de tests. Donc je l'ai emmené avec moi un petit peu partout durant ces 2 dernières semaines et j'en ai profité pour faire des photos en mode making of sur un tournage notamment. À savoir qu'au départ, j'ai utilisé l'objectif du kit, donc le 24-50 f4 f6.3, donc pas forcément le meilleur rendu en termes de flou d'arrière-plan, et comme tu peux le voir sur toutes ces photos, franchement, je trouve que ça tient vraiment la route. Là, c'était vraiment histoire de prendre en main le boîtier, je l'avais récupéré la veille, j'avais juste eu le temps de charger la batterie et j'étais parti pour le tournage le lendemain. Donc toute la journée, j'ai shooté uniquement en RAW avec l'autofocus du boîtier et de l'objectif. En termes de focus, rien à dire, c'est vraiment la perfection. Ensuite, je l'ai utilisé avec mon 90 f2 de chez Leica, qui est un objectif qui est full manuel, et je dois dire que le résultat est vraiment cool pour une première mise en main. Je te fais défiler quelques photos. Quelques jours plus tard, je suis parti à Bordeaux, j'en ai profité pour aller faire un petit tour au skatepark, car qui dit skate dit mouvement rapide, donc rafale. Et oui, il fallait absolument que je teste ce mode rafale à 30 et surtout 40 images par seconde. Donc je te montre en même temps l'enregistrement du viewfinder pour que tu vois en temps réel comment l'appareil se comporte au niveau du suivi autofocus. Donc avoir des sujets comme des skaters, c'est vraiment bien pour tester un appareil photo parce qu'ils vont assez vite, il y a pas mal d'obstacles, il y a beaucoup de gens qui passent devant notre sujet, donc pas évident de garder un suivi régulier, et je trouve que c'est vraiment un bon indicateur sur la qualité de l'autofocus. A savoir qu'au départ j'étais sur l'objectif du kit, mais je suis vite passé sur le 70-200 f4 car la focale maximale de l'objectif du kit est de 50 mm et j'avais vraiment besoin d'aller plus loin. Mais bon, du coup quand on arrive à avoir un terrain dégagé et qu'on suit notre sujet, on peut dire quand même qu'on peut faire des belles rafales. Là où j'ai une petite remarque à la limite, c'est bien normal, c'est que le mode rafale plus avec l'obturation électronique est bloqué à 47 photos. C'est quand même 47 photos qui sont ultra nettes et c'est environ 1 seconde et quelques centièmes de seconde de rafale. Mais bon, on est quand même au-delà de la cadence d'image standard en vidéo, à savoir 25 images par seconde. Là, avec le mode rafale plus, on est à 40 photos prises en 1 seconde et si elles sont toutes nettes, on peut vraiment choisir le moment qui nous intéresse dans l'action qu'on est en train de photographier. Bien sûr, je pouvais pas m'empêcher de tester le mode rafale RAW avec la fonction de pré-prise de vue. Donc ça dépend forcément de ce qu'on prend en photo, mais la rafale tient environ 3 secondes, soit 90 photos en moyenne. Et là, on parle quand même de 40 images par seconde en RAW avec un suivi d'autofocus quasiment irréprochable. Donc forcément, il y aura des imperfections par moment et on le voit parfois. Après, il y a d'autres exemples où le focus est vraiment irréprochable sur toute la longueur de la rafale. Donc franchement, en photo, c'est vraiment un tueur. C'est clairement le boîtier plein format qui offre les meilleures fonctionnalités pour ce prix-là. Et ça, c'est, je trouve, une grosse force de Canon, c'est qu'il délaisse pas du tout cet aspect photo, contrairement à d'autres marques qui tendent plus vers de la vidéo. Allez, on continue les tests en photo. Cette fois, au niveau de l'ISO, j'ai comparé toutes les valeurs en extérieur de nuit, en ajustant forcément l'exposition sur la valeur 0 et en augmentant petit à petit par palier ISO à chaque photo. Bon, la marque nous annonce une valeur ISO maximale à 102 400, mais franchement, quand on arrive au-delà de 10 000 ISO, on commence à avoir pas mal de bruit, et c'est bien logique, même avec un objectif qui a une grande ouverture, on va pas pouvoir faire de miracle. Après, vu qu'on est sur du plein format, le R8 gère beaucoup mieux les montées en ISO qu'un R7 par exemple, qui, je le rappelle, possède un capteur APS-C de 32,5 millions de pixels, donc les photosites sont beaucoup plus petits. Allez, on passe au test en vidéo maintenant. Pendant que j'étais au skatepark à Bordeaux, j'en ai profité pour faire des ralentis à 180 images par seconde. Bon, par contre, c'est du Full HD que j'ai uploadé en 4K, donc c'est pas forcément le meilleur résultat du monde, mais je trouve que ça fait le taf, je suis quand même assez content du rendu. Surtout que l'avantage du ralenti en pleine journée, c'est qu'on peut se permettre de baisser à fond l'ouverture car le shutter est fixé à 1/400. Je te montre quelques petits exemples.
Ensuite, j'ai voulu tester le mode de préenregistrement en vidéo, à savoir qu'on a le choix entre 3 et 5 secondes, et je dois dire que ça fonctionne plutôt bien. Ça va nous permettre, si jamais on a loupé le début d'une scène, de pouvoir la capturer. Par contre, je recommande pas forcément de laisser ce mode activé tout le temps parce que vu que la mémoire interne est sollicitée en permanence, je pense que c'est quelque chose qui pourrait faire diminuer les capacités de ta batterie qui, je le rappelle, n'est pas la meilleure du marché. Bon, du coup, deux petites choses à noter sur cette petite série de tests au skatepark de Bordeaux. La carte SD se remplit très vite et la batterie se décharge très vite également. Donc pour te donner une idée, moi je suis arrivé devant le skatepark environ à 13h15 et un petit peu avant 15h, j'avais déjà rempli ma carte de 64 Go et même pas 5 minutes après, l'appareil s'est éteint. Donc du coup, le fait de faire à la fois de la photo qui plus est en rafale et de la vidéo en 4K avec des gros codecs en C-Log, ça remplit très vite la carte mémoire, surtout qu'on en a qu'une seule. Donc je conseille vraiment d'en avoir au moins 2 de plus en backup pour être tranquille et si possible de la 128 car 64 ça se remplit vraiment en moins de 2 heures, surtout si on alterne photo et vidéo. Donc ça, je m'y attendais, c'est sûr, mais c'est déjà énorme de faire autant de contenu en 2 heures. À savoir qu'au total, j'ai fait 2246 photos tout en rafale, parfois au viseur, parfois sans, et de la vidéo en 4K 60 en C-Log 3, donc en 422 bits, qui est le plus gros codec de disponible sur le R8. Donc je pense notamment à des scénarios shooting photo du style mariage ou événementiel, prévoir au moins 2 ou 3 batteries supplémentaires et en mettre en charge sans arrêt pour faire un petit roulement pour avoir vraiment une batterie tout le temps à disposition. Donc ça, c'est quelque chose que je fais dans des prods déjà à l'heure actuelle avec le R6, mais si jamais tu utilises le R8 en pro, ça c'est vraiment la meilleure manière de pouvoir s'en servir en continu. Donc je l'ai également testé sans le mode rafale, voir combien de temps il peut durer. Ça c'est quelque chose que j'avais fait quelques jours auparavant lors du tournage de la vidéo, et j'ai pu shooter environ 3h30, 4h avec, et avec l'appareil tout le temps allumé et la batterie a tenu le coup. Donc durant cette journée, j'ai fait uniquement de la photo et franchement ça passe nickel. Donc selon mes sources, il n'existe malheureusement pas de grip batterie sur le R8, donc pas de possibilité de gagner en autonomie avec un système intégré. Il existe cependant cet objet qui permet d'augmenter la taille du boîtier pour avoir une meilleure prise en main, mais c'est vraiment que pour la poignée, il n'y aura pas de batterie en plus. Donc vraiment, si jamais tu veux t'en servir longtemps, il va falloir soit un stock de batterie supplémentaire, soit passer par une alimentation externe, mais ça veut dire se trimballer avec un setup plus orienté vidéo que photo. J'ai également fait pas mal de tests en 4K 60 et également des tests au niveau de l'autofocus. Je te laisse avec quelques exemples également.
Autre test que j'ai voulu effectuer, c'est le rolling shutter. Tu sais, ce sont ces fameuses déformations lorsque l'obturateur est réglé à une vitesse rapide. Donc je l'ai pas testé en photo, mais uniquement en vidéo. Le principe est très simple pour tester le rolling shutter. Il suffit de se mettre devant un endroit où il y a des lignes verticales et de faire des mouvements panoramiques plus ou moins rapides. Et honnêtement, le R8, je le trouve nettement meilleur que le R6 au niveau du rolling shutter. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que le R6 est vraiment catastrophique. On a une grosse déformation avec le R6, là où le R8 fait quand même un relativement bon travail. Donc j'ai voulu également tester les capacités en basse lumière. Alors vu qu'il s'agit d'un capteur plein format et que Canon met en avant sa super montée en ISO, j'ai testé ça le soir dans mon jardin en C-Log 3 et en profil classique. Alors j'ai remarqué qu'au-delà de 6400 ISO, on arrive à des résultats assez médiocres, surtout avec l'objectif kit qui n'ouvre qu'à 4.5 en ouverture maximum. Donc pour ça, je pense qu'il vaut mieux privilégier un objectif avec une grande ouverture, f2.8 minimum ou même plus grand, ou alors ajouter des sources de lumière supplémentaires. La question que beaucoup se posent, et moi le premier aussi, j'étais vraiment intrigué par ça, qu'est-ce que vaut le fait d'avoir un capteur non stabilisé? Donc ça, j'ai voulu le tester avec et sans la stab interne et aussi avec et sans la stab de l'objectif. Je te mets bien entendu quelques exemples avec toutes les infos sur l'écran pour que tu vois par toi-même comment se comporte ce boîtier. Il y a une fonction qui est présente que j'adore, c'est la compensation du focus breathing. Donc Canon appelle ça la correction de respiration de mise au point. C'est une correction qui permet d'atténuer l'effet de pompage qu'on pourrait observer sur les bords du cadre lors du changement de zone de mise au point. Donc sur cet exemple, l'effet n'est pas activé et on voit bien sur les extérieurs de la scène que lorsque je modifie ma mise au point, il y a comme un petit effet de zoom et sur cet exemple là, là j'ai activé la correction et l'effet de respiration ou l'effet de pompage si tu veux est un petit peu plus atténué. Donc il n'est pas totalement supprimé mais on sent déjà vraiment la différence. À savoir que là j'étais avec l'objectif du kit, donc le 24-50 et j'ai également testé cet effet de pompage avec le 70-200 et le résultat est quand même assez cool. En conclusion, je dirais qu'avec le R8, Canon a voulu faire des compromis avec ce boîtier, mais a gardé l'essentiel, à savoir un capteur plein format, un autofocus qui fonctionne vraiment super bien,
un mode rafale et des fonctionnalités qui rivalisent complètement avec un flagship comme le Canon R3. En vidéo, on est également dans ce qui se fait de mieux. Alors certes, on n'a pas la meilleure plage dynamique chez Canon avec le C-Log 3, mais ça n'empêche pas de pouvoir s'en servir sur des prods professionnels, que ce soit avec ou sans stabilisation. Moi je me verrais très bien l'utiliser, que ce soit pour de l'interview ou du corporate. Franchement, je pensais que ça allait être un problème ce capteur non stabilisé, mais finalement pas du tout. Et puis, Canon, c'est quand même une science des couleurs qui, je trouve, est inégalée. J'ai déjà eu justement cette conversation récemment avec plusieurs personnes et c'est ce qui fait que je reste, moi, personnellement, sur cette marque. Et même si les concurrents proposent une meilleure plage dynamique en vidéo et un log un petit peu plus neutre, non contrasté, et je préfère quand même Canon déjà par habitude. Et puis, je trouve que les couleurs ressortent beaucoup mieux. Un autre point que je tiens à souligner, j'en ai pas parlé tout au long de cette vidéo, c'est à propos du menu lecture en vidéo. Il y a vraiment une très belle amélioration, donc on peut lire les rushs frame par frame et il y a des indications sur l'écran à propos des commandes, donc ça c'est cool. C'était quelque chose qui me manquait, je trouve, sur les précédents boîtiers. L'interface de lecture était un petit peu trop ancienne à mon goût, elle n'avait pas évolué depuis pas mal de temps. Donc tout au long de cette vidéo, j'ai évoqué le fait que Canon a fait pas mal de compromis avec ce boîtier. C'est l'occasion pour moi de te les rassembler, de te dire un petit peu mon ressenti vis-à-vis de tout ça et est-ce que ça peut affecter l'utilisation du R8 au quotidien. Du coup, rapidement, parmi les points négatifs, moi je note la batterie en premier lieu. Je l'ai dit au début de la vidéo, mais elle tient vraiment pas longtemps. Lorsque je l'ai utilisé sur le tournage du making of, la batterie m'a fait une demi-journée à peu près, et à titre de comparaison, le R6 m'aurait fait largement la journée avec une seule batterie. J'ai dû faire environ 350 photos et quelques petits rushs de vidéo en 4K25, à peu près 3 ou 4 Go de rush. Donc ça, je sais avec l'expérience que le R6 tient largement cette cadence. Quand j'étais à Bordeaux, j'avais 4 batteries avec moi pour toute la journée. Il y en a une qui est morte au bout de 1h30, 2 heures, et la deuxième était à plus de la moitié en à peu près 3 heures de shoot. Autre point négatif, l'absence de joystick. Alors sur les autres boîtiers, moi je suis constamment en train de jouer avec pour déplacer le collimateur. Là, vu qu'il n'y en a pas, j'ai du mal à trouver mes repères. Je fais le focus sur l'écran la plupart du temps, mais c'est pas aussi intuitif pour moi. J'ai toujours été habitué à bosser comme ça sur les boîtiers Canon, mais bon, les habitudes, ça se change, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Un autre compromis, c'est le fait de n'avoir qu'un seul emplacement pour carte SD. Ça, j'en ai déjà parlé, mais en tant que professionnel, si jamais tu fais un shooting et que tu perds toutes tes photos, forcément tu perds également ton client et ta crédibilité. Il n'y a pas de raison que ça arrive, je le redis, mais en tout cas tu n'auras pas de solution de repli pour sauvegarder tes fichiers en doublon sur le R8. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et je sais que pour beaucoup c'est pas forcément un problème, mais c'est important de le mentionner. Enfin, dernier point négatif, j'aurais aimé qu'il y ait une protection devant le capteur lorsqu'on éteint l'appareil ou alors lorsqu'il est inutilisé, comme c'est le cas par exemple pour le R6 et le R7. Donc ça c'est pratique par exemple quand on change d'objectif, on risque pas de mettre de poussière sur le capteur, tandis que là il faut être un petit peu plus attentif à ça. Bon, je vais terminer cette très longue vidéo en te donnant mon avis. Est-ce que j'achèterai ce boîtier? Alors pour être tout à fait honnête, j'ai longtemps réfléchi à la question avant d'en tirer la conclusion que non, je l'achèterai pas. Alors c'est un petit peu bête à dire comme ça, mais je le trouve vraiment trop petit, quoique je me suis quand même habitué aussi à l'avoir pendant 2 semaines dans les mains, mais je suis beaucoup plus habitué à avoir quelque chose de plus imposant quand je fais des photos, et même si sa légèreté parfois ça fait du bien, là le fait d'avoir un capteur non stabilisé, déjà ça me fait trembler encore plus lorsque je filme à la main, et du coup je perds encore plus en stabilité. Donc ça c'est rattrapable, tu me diras, en mettant un stabilisateur, ça c'est sûr, et puis avec la stab interne et celle de l'objectif, on arrive à avoir un résultat qui est quand même pas trop dégueu si on soigne sa démarche. Donc ça c'est pas le seul argument, bien sûr, la batterie qui tient pas assez longtemps selon moi c'est vraiment un no-go. Le fait de filmer avec des gros codecs en 4K et aussi le fait de faire de la rafale, ça décharge la batterie très rapidement, surtout qu'on est sur des petits modèles de batterie, je le rappelle. Le manque de joystick aussi me dérange parce que plusieurs fois j'ai voulu ajuster mon collimateur de focus et il n'y avait pas de joystick, je galérais un petit peu, ce qui fait que ça me faisait perdre des moments que j'aurais pu avoir avec d'autres boîtiers. Au final, c'est pas tellement des caractéristiques internes du boîtier qui me freinent, c'est vraiment tout le reste, c'est vraiment le hardware, et le confort pour moi, comme je l'ai dit, c'est vraiment très important, et le fait d'avoir un appareil sur lequel on est à l'aise au quotidien, ça permet encore plus de développer sa créativité, parce que là on n'a pas à se soucier de l'aspect technique et de l'utilisation. Après tout, ça reste que mon avis, ça n'empêche pas que le R8 soit vraiment une excellente porte d'entrée dans le monde du plein format. Là où j'ai hésité à répondre oui, c'est que j'aurais très bien pu le prendre en tant que deuxième boîtier en backup, ou bien comme boîtier dédié à mes vidéos YouTube. Franchement, ça c'est à réfléchir, mais pour le pro, si jamais je dois faire ça, je préfère limite prendre quelque chose qui correspond encore plus à mes besoins, du style R6 Mark II, et garder mon R6 en tant que deuxième boîtier. Déjà au niveau des boutons et l'utilisation, ils sont très semblables, donc pour moi, moins de risque d'être perdu.
Après encore une fois ça c'est vraiment un choix personnel et ça n'enlève rien aux excellentes caractéristiques de ce boîtier qui font qu'aujourd'hui c'est vraiment un des meilleurs si ce n'est le meilleur à moins de 2000 € toutes marques confondues. Donc si jamais toi tu cherches à passer sur un boîtier plein format qui est excellent à la fois en photo et en vidéo avec une excellente montée en ISO, ou alors que tu recherches un boîtier complémentaire, léger, compact, qui est vraiment bourré de specs, et tu seras vraiment pas déçu avec le R8. On retrouve le boîtier nu à 1799 €, on peut dire 1800 €, et à 1999 € avec l'objectif 24-50. Donc je recommande quand même d'autres types d'objectifs que celui-ci si jamais tu veux compléter ta gamme de focale. Canon est la marque qui sort le plus d'objectifs en une année, donc vraiment la gamme elle s'agrandit et t'as le choix. Un petit 50 1.8, un petit 16 mm 2.8, un petit 35 1.8, un 70-200 f4. Je dis pas qu'il faut forcément prendre tous ces objectifs, mais forcément une focale fixe avec une grande ouverture sera toujours mieux qu'un objectif de kit avec une ouverture limitée. En conclusion de cette vidéo, je dirais que le R8 est le boîtier plein format accessible qui offre vraiment beaucoup de possibilités, à la fois léger et compact. Tu peux mettre dessus un 16 ou un 24 mm et avoir un setup très minimaliste. Moi je me verrais bien partir en vacances avec ce genre de configuration, et tu peux également l'équiper avec des objectifs de la série L et faire des prestations pro sans aucun problème. Bien entendu, et comme pour toutes les vidéos, je te laisse tous les liens dans la description. Un grand merci à toi si jamais tu passes par ces liens pour effectuer tes achats, ça montre ton engagement à la chaîne et c'est ça justement qui me sert pour collaborer avec des marques telles que Canon. Donc acheter en ligne c'est très bien, utiliser mes liens c'est encore mieux, mais je t'encourage vraiment à tester du matos, aller dans les magasins photo, voir vraiment quel matériel correspond à tes besoins. C'est toujours mieux d'avoir les produits en main, en direct, avoir les avis de vrais professionnels au lieu d'avoir une fiche technique sur internet. Voilà, un grand merci à Déclic17 et à Canon pour leur soutien. C'est la fin de cette vidéo. Si jamais tu as des questions, comme d'hab, l'espace commentaire est fait pour ça. Je réponds absolument à tout le monde. Pense à liker et à t'abonner si jamais c'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Ciao.